la régie financière, les syndicalistes déplorent la mauvaise foi du gouvernement qui ne respecte pas ses engagements en payant non seulement la prime spécifique mais aussi d'autres primes de risque signées dans les accords. Conférence sur les volcans, c'est une opportunité à saisir, estime la société civile du Nord Kivu, mais surtout l'occasion pour la formation des volcanologues de Goma. Malgré d'autres sanctions adoptées par les Européens contre Moscou, les combats continuent de s'étendre et le bilan s'alourdit encore, notamment à Donetsk et à Kiev, ce après le refus de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine par l'OTAN. Merci de nous renouveler votre confiance, Madame, Monsieur. C'est l'heure du journal sur Télé 50. On reste sur la rentrée parlementaire qui a vécu hier mardi 15 mars. Pour cette session, la priorité sera consacrée aux réformes électorales pour les élections de 2023, estime le speaker de la Chambre basse du Parlement. Dans son mot d'ouverture, Christophe Mbossoa plaidait pour la représentativité de la femme et de la jeune fille qui représente, permettez la tautologie, 70% de la population congolaise. La tradition a été respectée à la Chambre basse du Parlement, conformément aux articles 115 de la Constitution et 64 du règlement intérieur. À la lumière de la feuille de route publiée par la CENI, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, a, en ouverture de la session, soutenu que les Congolais attendent de leurs élus un agenda législatif susceptible d'élever les obstacles juridiques à la tenue d'élections prévues en 2023. Aussi prend-il l'engagement de soumettre à la plénière l'examen avec diligence des textes ayant trait aux réformes électorales en vue d'offrir au pays un processus électoral libre, inclusif et transparent et de respecter les délais constitutionnels. La priorité sera donc accordée à l'examen de la proposition de loi modifiant et complétant la loi de mars 2006 telle que modifiée par celle de 2011 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Christophe Mbosonkodia a aussi plaidé pour que cette loi prévoie des dispositions susceptibles de promouvoir plus de transparence et d'inclusivité et d'encourager une large participation des femmes et des jeunes au prochain cycle, étant donné que ces deux catégories représentent près de 70% du corps électoral. Un motif de satisfaction pour les élus présents à l'ouverture de la session. Un discours très long qui persuade, mais il faut dire que, en tout cas, c'est bien bon de faire ces grands discours, mais je mets encore un doute méthodique parce que je sais que notre boussole, qui a toujours été notre règlement intérieur, en tout cas n'a jamais été respectée malheureusement. Tout est dit, tous les axes, il est revenu sur tous les axes de besoins de la population, comme je l'ai dit, et de besoins institutionnels. Maintenant, c'est la mise en œuvre de ces discours. La session ordinaire de mars aura un agenda législatif très chargé au regard des nombreux projets et propositions de loi déposés au bureau de l'Assemblée nationale, déjà déclarés recevables et en cours d'examen en commission ou en état d'être programmés en plénière pour un débat général. Et au Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo a salué les efforts du gouvernement dans le secteur éducatif, en plus de plaider pour un impact réel du budget 2022 sur le quotidien du peuple congolais, avec des recommandations précises sur le plan économique et celui de la production nationale. Nouvelle session après des vacances pleines pour les sénateurs qui ont appréhendé d'autres réalités de la vie des Congolais dans le Congo profond. Comme à chaque ouverture solennelle, le speaker de la Chambre du Parlement, Modeste Bahati-Lukwebo, a passé en revue les principales réalisations des différentes institutions du pays. De la politique en passant par l'économie, les sociales, l'environnement, la défense et la sécurité, sans oublier la situation politique à l'étranger marquée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Sur le plan économique, l'économiste Bahati-Lukwebo, dans son rôle du vigile du respect de l'exécution du budget de l'État, a formulé quelques recommandations au gouvernement pour l'exercice 2022. Pour le président du Sénat,
Le budget ne doit pas être une simple formalité ou un rituel annuel des bonnes intentions sans un impact réel sur le quotidien du peuple congolais. Toutes les mesures d'accroissement des recettes, notamment la lutte contre l'incivisme fiscal, le coulage des recettes, la corruption, la fraude fiscale et douanière, nécessitent une application stricte de la loi pour capitaliser la mobilisation des recettes aux fins d'une meilleure exécution du budget 2022. Dans le secteur de l'éducation nationale, il a salué les efforts du gouvernement Samalou Kondé pour concrétiser la vision du président de la République. Il a par ailleurs recommandé au gouvernement de promouvoir la production nationale des biens de première nécessité afin de combattre la spéculation des prix de la part des opérateurs économiques. Il exhorte le gouvernement à bien communiquer en cette matière car le pays n'est pas à l'abri de l'inflation. La RDC importe une grande partie des biens d'équipement et des consommations, a-t-il rappelé. Toujours au Sénat, Augustin Matata Ponyo a profité de l'occasion pour dénoncer ce qu'il qualifie d'injustice dont il est victime. Il espère par ailleurs récupérer ses immunités parlementaires au cours de cette session. La rentrée parlementaire de mars s'annonce palpitante au Sénat. Déjà, dès le premier jour, Augustin Matata Ponyo, avec sa farde sous ses aisselles, très ponctuelle comme à ses habitudes et à l'heure où il est accueilli par ses collègues sénateurs. Au sortir de la plénière, Augustin Matata Ponyo ne lâche pas prise. Il continue à dénoncer une injustice flagrante à son endroit. L'ouverture de cette session s'inscrit dans le respect de la Constitution. Mais il ne faut pas que la Constitution soit respectée en partie. Elle doit être respectée dans la totalité, dans la globalité. Et vous savez que moi-même, je suis victime d'une injustice flagrante et où on a la Cour constitutionnelle qui a pris un arrêt qui a été rendu public, mettant fin à toutes les poursuites judiciaires à mon endroit. Mais vous avez suivi, le président du Sénat lui-même refuse d'appliquer cette constitution. Comment est-ce que le président du Sénat peut se référer d'une part à une constitution, à un article de la constitution et de l'autre côté refuser d'appliquer d'autres articles? La démocratie, c'est le respect dans la globalité de la constitution. C'est une honte pour aujourd'hui de voir qu'un Sénat, qui est le creuset des valeurs démocratiques, refusait d'appliquer l'arrêt d'une cour constitutionnelle. Ne craint-il pas d'être convoqué par la Cour de cassation après que la Cour constitutionnelle se soit déclarée incompétente dans les dossiers Boukangalonzo? Le parquet près la Cour constitutionnelle s'est déclaré incompétent. Et cela est conforme à la Constitution. Au cours de cette session de mars, Augustin Matata Ponyo entend récupérer ses immunités et se mouvoir à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Direction Littouré cette fois pour parler de l'état de siège. Le gouverneur militaire a clôturé sa mission d'itinérance d'une semaine à Mahagi et à Aru par une visite à Ariwara. Sur place, le lieutenant-général Lubuya a rassuré la population de la détermination des FARDC de mettre un terme à l'insécurité. Les centres de négoce d'Ariwara, en territoire d'Aru dans la partie nord de Bunia, a constitué la dernière étape de la tournée d'itinéraire du lieutenant-général Lubuya Kashamadjoni, gouverneur militaire de l'Ituri. Devant une marée humaine venue de tous les coins et au recoin d'Ariwara et environ, le lieutenant-général Lubuya Kashamadjoni a eu de mots justes pour rassurer cette population de la détermination et la vision du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, de restaurer la paix pour le développement de cette partie du pays. Cette première visite du commandant des opérations militaires en Ituri depuis l'installation de l'état de siège est saluée par les habitants d'Ariwara. Le passage du gouverneur de la province à Ariwara, marqué également par une visite éclair d'un hôtel 4 étoiles construit par un opérateur économique de la place. Une manière pour le numéro 1 de la province de l'Ituri d'encourager les initiatives de développement et d'inciter ceux-là qui continuent de détruire la province à abandonner
leurs entreprises criminelles au profit des actions de développement. Il faut profiter avec tous les contrats qui sont venus. Parce que ma contrat est amis. Soyez à l'aise, soyez calme. Avec la paix, de telles initiatives s'ajouteront du 6P grâce au programme de développement de 145 territoires. Donc la province de l'Ituri est une priorité pour le gouvernement de la RDC, a rassuré le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni aux filles et fils d'Ariwara dans la chefferie des Zaki Mali. Dans le Haut-Katanga, le gouverneur de province a échangé hier mardi avec le nouveau consul de Tanzanie à Lubumbashi, puis avec l'ambassadeur de Namibie en RDC. Ces échanges ont été basés sur l'installation du bureau de consulat de l'ambassade dans la province du Haut-Katanga et de la réunion tripartite entre la RDC, la Namibie et la Zambie. Le point dans cet élément de reportage de Laetitia Massimango. Avec le nouveau consul de Tanzanie, les deux personnalités ont échangé sur l'ouverture du bureau consulaire de la Tanzanie dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. L'ancien système qui faisait office de consulat sera supprimé dans les prochains jours et tous les services migratoires seront gérés par le consulat installé il y a peu, a dit Célestine Gervais-Kakel, nouveau consul général de Tanzanie dans la capitale du cuivre. Nous sommes venus prendre contact avec le gouverneur, mais également le remercier pour l'accueil. Nous avons aussi demandé la collaboration pour le travail que nous sommes appelés à faire ensemble. Notre service de migration sera bientôt fermé et les visas seront désormais attribués par le consulat. Avec l'ambassadeur de Namibie en République démocratique du Congo, il sera question de la tenue du 16 au 18 mars à Lubumbashi de la réunion ministérielle tripartite entre la République démocratique du Congo, la Namibie et la Zambie, réunion organisée par Walvis Bay Corridor Group. Simeon Oulenga, ambassadeur de Namibie en poste à Kinshasa, est venu présenter au gouverneur Jacques Kabula Katwe le programme de ses assises qui vise à accroître le volume de commerce entre les trois pays. Une visite qui a permis à ce diplomate namibien d'échanger avec le gouverneur sur le comment et le pourquoi de la coopération entre son pays et la République démocratique du Congo par le Haut-Katanga. Between the DRC, Namibia and Zambia. C'est une réunion tripartite entre la RDC, la Namibie et la Zambie. C'est par rapport au corridor Walvis Bay de la Lubumbashi, qui est un corridor de développement. C'est un corridor qui est conçu pour donner accès partant de la RDC, passant par la Zambie jusqu'en Namibie au port de Walvis Bay. Le Haut-Katanga est donc la porte d'entrée pour nous de ces côtés du frontière de la RDC. Cette conférence se tiendra au Pullman Grand Hôtel. Grogne à l'intersyndicale de la régie financière. Hier mardi, une réunion s'est tenue au siège de l'INAP pour statuer sur cette question. À l'issue des échanges, les syndicalistes ont déploré la mauvaise foi du gouvernement qui ne respecte pas ses engagements en ne payant pas non seulement la prime spécifique mais aussi d'autres primes des risques signés dans les accords. Ces derniers se donnent 48 heures au gouvernement, faute de quoi ces assemblées seront organisées partout dans le pays pour trouver une réponse à ces sujets. Et a fait les constats malheureux ci-après. 1. La mauvaise foi manifeste du gouvernement par son ministre des Finances, qui, en dépit des cris de détresse des agents et cadres des régies financières, et malgré plusieurs promesses faites à ce sujet par le cabinet du ministre des Finances, laisse les agents des régies financières, entendez la DGI, DGDA et DGRAD, qui sont des collecteurs et mobilisateurs des recettes publiques, dans un état d'impayement, c'est-à-dire janvier, février 2022. Tant d'autres primes prévues, accordées par le gouvernement, ne sont pas également payées aux agents. Et comme nous l'avons toujours dit, c'est trop. Nous donnons, nous, intersyndicales, des régies financières, 48 heures au ministre des Finances pour payer
les deux rétrocessions, entendez janvier-février, pour libérer la prime spécifique, la prime du contentieux et la plus-value due aux agents. Faute par lui de payer dans les 48 heures, l'intersyndicale de régime financier se verra obligé de convoquer des assemblées dans toutes les régies et se mettre à la disposition des agents qui croupissent dans la misère pour que ces derniers nous disent la direction à prendre. En rentrant en province, précisément dans le Maniema, les autorités provinciales se prononcent après l'annonce de la société civile Force Vive qui a décrété une ville morte pour ce jeudi 17 mars dans la ville de Kindu. Selon le ministre de la Santé Junior Kibungi, faisant office du gouverneur à l'intérim, cette situation risque de perturber la quiétude de la population. Ce que nous allons demander à la population de ne pas obéir à cet appel-là, du fait que personne ne peut nous dire qu'aujourd'hui au Maniema, il y a insécurité. Donc, parmi les villes stables de notre province, c'est la ville de Kindu aussi fait partie des villes stables. Donc, s'il y a des cas de décès d'un mort, par exemple, d'un cas isolé, on ne peut pas généraliser ça pour dire qu'il y a insécurité. Donc, j'affirme ici que dans la ville de Kindu, il y a la sécurité totale et que s'il y a une personne animée de mauvaise volonté qui veut embarquer la population dans une position qui n'est pas normale, j'appelle la population de ne pas céder à cet appel-là parce que demander à la population de rester à la maison, c'est faire souffrir doublement notre population. Je demande aux écoles, aux églises, aux universités, aux instituts supérieurs et les autres opérateurs économiques et les travailleurs de l'État de bien vouloir venir au travail et de mener paisiblement leurs activités. Je le disais en titre, la ville de Goma dans le Nord Kivu abritera du 19 au 21 mars 2022 la conférence internationale sur les volcans des Virunga dans les volcans Nyiragongo et Nyamulagira. La société civile du Nord Kivu dit attendre dès ses assises une opportunité pour le gouvernement congolais de mobiliser les partenaires pour former les volcanologues de Goma et ainsi protéger la population contre toute éventuelle éruption volcanique. Je vous propose ici de suivre Étienne Kambale. Il est team leader de la société civile du Nord Kivu. Nous pensons pour nous que c'est une opportunité. On réclamait ceci. Le chef de l'État a fait un grand pas pour essayer un peu de donner le go à donner des jupes neuves. Mais plusieurs partenaires n'ont pas joué le jeu. Et il y a certains partenaires qui ont essayé un peu d'aider l'OVG et les ministères de la recherche scientifique par des primes qu'ils donnent aux agents, ce qui est une bonne chose. L'arrêté accordant une école à volcanologie et catastrophes naturelles signée par son Excellence Nzangi Mwindo Butondo. Nous remercions tous ces partenaires et tous ces ministères. Mais ce n'est pas encore suffisant. Nous disons que c'est une opportunité que tous les experts du monde viennent échanger avec ceux-là qui ont la mission de gérer notre ministère des recherches scientifiques, mais aussi les experts de l'OVG et aussi nous, acteurs de la société civile, de parler par rapport à l'éruption volcanique. Ces volcans actifs, nous pensons que c'est une grande opportunité que le gouvernement et les chefs de l'État viennent de nous accorder pour que le monde découvre nos forces et nos faiblesses et pour que nous puissions recadrer nos stratégies pour mieux faire, pour protéger la population de la ville de Goma et ses environs. Les attentes de la société civile, c'est que la société civile aimerait que la population de la ville de Goma soit protégée. On n'est pas là pour demander de l'argent pour rien. On est là pour mobiliser des moyens, aider les vrais volcanologues à rester à l'OVG et suivre de très près les mouvements du volcan.
On revient sur la rencontre entre la CENI et l'UNPC. Le président de l'Union nationale de la presse congolaise, Gabi Kuba, a reçu la rapporteure du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nseya. Les deux personnalités ont échangé sur l'accompagnement de la presse pour la vulgarisation en français et en langue nationale de lois relatives au processus électoral et référendaire, aussi coordonner la campagne d'éducation civique en matière électorale. En prévision d'un partenariat à instaurer dans un proche avenir avec la presse congolaise, les rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante a tenu à visiter ce lundi 14 mars le siège social de l'Union nationale de la presse du Congo. Arrivée sur l'avenue de la presse vers 11h, heure de Kinshasa, Madame Patricia Nseya Moulela a été accueillie au rez-de-chaussée de l'immeuble Mwanda par le président de la Corporation des journalistes congolais. Transformé en guide du jour, M. Gabi Kuba Bekanga a fait visiter à son hôte les installations de l'INPC avant un tête-à-tête de près d'une heure dans son bureau de travail. Profitant de l'occasion offerte, le numéro 1 de l'INPC a remis un mémo à son hôte contenant l'offre de partenariat médiatique pour le cycle électoral à venir. À l'issue de cette visite guidée, le rapporteur de la CENI s'est exprimé en ces termes. Et l'UNPC est une structure ou un organe qui gère les médias, qui gère les journalistes. Il est de notre devoir de collaborer avec l'UNPC et c'est ça l'objet de notre visite pour renforcer cet esprit de collaboration. Mais que contient le mémo remis au rapporteur de la CENI? Réponse avec le président de l'INPC. J'ai mis un petit mémo qui reprend les domaines de collaboration entre l'Union nationale de la presse du Congo et la Commission électorale nationale indépendante. Ils vont échanger avec la CENI sur les processus électoraux. Nous avons présenté dans notre petit mémo les besoins de la formation pour les professionnels des médias qui doivent accompagner les processus électoraux, les problèmes des fake news à travers des médias ou tout comme à travers les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut faire et on va travailler ensemble là-dessus. Donc des informations que nous devons gérer, que nous devons diffuser, doivent aider la population et doivent aider notre jeune démocratie à progresser. Au-delà de nos frontières, au 20e jour de l'opération militaire russe en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a reconnu que son pays ne pourrait jamais adhérer à l'OTAN après le refus de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine par l'OTAN. Entre-temps, les combats continuent de s'étendre et le bilan s'alourdit encore, notamment à Donetsk et à Kiev, ce malgré d'autres sanctions adoptées hier par les Européens contre Moscou. Au 20e jour de l'invasion de l'Ukraine, la Russie a décidé d'engager la procédure de sortie du Conseil de l'Europe, accusant l'OTAN et l'Union européenne d'en avoir fait un instrument au service de leur expansion militaro-politique et économique à l'Est. Vigile des droits humains, le Conseil de l'Europe réunissait quasiment tous les pays européens, excepté les Biélorusses. La notification du retrait de la Fédération de Russie de l'organisation a été remise mardi à sa secrétaire générale, Marija Peshinovic, a indiqué dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères. Une réaction de Moscou qui est intervenue après la 4e salve de sanctions contre elle et des entreprises russes par les États membres de l'Union européenne. Selon les derniers décomptes publiés par l'ONU, plus de 2 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis les débuts de l'invasion russe. Sur le front diplomatique, la 4e session des négociations pour tenter de trouver une issue à la crise doit se poursuivre ce mercredi. Bien avant, le président Zelensky, qui demandait un cessez-le-feu, s'est dit prêt à renoncer à obtenir une adhésion de son pays à l'OTAN, alors que ce dossier est l'un des motifs avancés par la Russie pour justifier son invasion du pays, avant de regretter que l'OTAN refuse de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Les réunions se poursuivent. C'est difficile mais important car toute guerre se termine par un accord. D'après ce que l'on m'a dit, les positions dans les négociations semblent plus réalistes. Cependant, il faut encore plus de temps pour que les décisions soient dans l'intérêt de l'Ukraine. Hormis les soutiens des Européens, le président américain Joe Biden va annoncer mercredi une assistance sécuritaire supplémentaire à l'Ukraine de 800 millions de dollars américains. Et la Cour internationale de justice rendra également ce mercredi son verdict dans une procédure lancée par Kiev qui demande au plus haut tribunal de l'ONU d'ordonner à Moscou d'arrêter immédiatement son invasion de l'Ukraine. La Russie
a envahi le 24 février l'Ukraine et mène une guerre dans cette ex-république soviétique. Moscou affirme vouloir la garantie que Kiev n'entrera jamais dans l'OTAN, une alliance transatlantique créée pour protéger l'Europe de la menace de l'URSS au début de la guerre froide et qui s'est ensuite progressivement élargie jusqu'aux portes de la Russie. On revient au pays pour parler sport. Tête à tête, ministère des Sports et Loisirs et l'ambassadeur du Royaume de Maroc en RDC. Hier mardi, Serge Condé a échangé avec Rachim Agassim. Au menu de la rencontre, les préparatifs de la double confrontation RDC contre Maroc comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le préparatif de la double confrontation RDC-Maroc, comptant pour le barrage qualificatif à la Coupe du Monde Qatar 2022, vont bon train. Mardi 15 mars, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé Chiembo, a accordé dans son cabinet de travail une audience à Rachid Agassim, ambassadeur du Royaume chérifien en RDC. Dans le cadre des préparatifs du prochain match qui opposera l'équipe de la RDC, les Léopards, au Lion de l'Atlas du Maroc. C'est dans quelques jours. Bien que j'ai dit c'est une confrontation, c'est un match, mais c'est le sport qui va gagner. Ça sera une fête footballistique. Nous allons faire de notre mieux pour donner l'image de deux pays frères, que leurs équipes s'affrontent pour la qualification du Qatar 2022. Le diplomate marocain a assuré du bon déroulement du match entre les deux pays frères et rassure que le principe de la réciprocité sera au rendez-vous lors du match retour. Moi, ce que je vais gagner, c'est un très bon déroulement du match aller et celui du retour. Nous sommes comme j'ai dit, c'est deux pays amis et frères. La réciprocité, c'est seulement pour la forme. Et lié, c'est naturel. C'est naturel. On va s'entraider pour que cette opération ait un caractère vraiment très positif. Rappelons que la première confrontation entre les Léopards de la RDC et les Lions de l'Atlas du Maroc est prévue le 25 mars au stade de Martyrs de la Pentecôte. Allez, place au rappel des principaux titres. À la régie financière, les syndicalistes déplorent la mauvaise foi du gouvernement qui ne respecte pas ses engagements en ne payant pas non seulement la prime spécifique, mais aussi d'autres primes des risques signés dans les accords. Conférence sur les volcans, c'est une opportunité à saisir, estime la société civile du Nord Kivu, mais surtout l'occasion pour la formation des volcanologues de Goma. Malgré d'autres sanctions adoptées par les Européens contre Moscou, les combats continuent de s'étendre et le bilan s'alourdit encore, notamment à Donetsk et à Kiev, ce après le refus de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine par l'OTAN. On va maintenant prendre la revue de presse avec Christian Calongi. Et comme annoncé, Christian Calongi nous rejoint de l'autre côté du plateau. Bienvenue Christian. Merci Arlette Boutella, merci également à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Alors on commence par l'affaire Ferdinand Kambere. Le SP du PPRD dénonce un procès politique. Évidemment, Arlette Boutella, c'est dans un communiqué officiel parvenu à la presse mardi que le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Emmanuel Ramazani Shadari, a donné la position du parti au sujet du procès Ferdinand Kambere, pointe 7sur7.cd. Pour Emmanuel Ramazani Shadari, Ferdinand Kambere est tout simplement victime de ses opinions politique et surtout de son appartenance au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, parti d'opposition pour le moment. Il parle d'un procès politique monté par le pouvoir en place et prévient qu'il ne se laissera jamais intimider. À en croire radiocapi.net qui revient également sur ce sujet. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie exige également la libération sans condition de son secrétaire permanent adjoint Ferdinand Kambere aux arrêts depuis décembre 2021. Pour rappel, Arlette Boutella, le 7 mars dernier, le ministère public a requis la peine capitale contre Ferdinand Kambere après avoir requalifié l'infraction initiale en une tentative de meurtre présumé, alors que le plaignant Ardon Kabambi a déjà retiré sa plainte, un réquisitoire jugé trop injuste par les proches de Ferdinand Kambere.
Alors, on va prendre cette fois-ci la session de mars à l'Assemblée nationale. Délice Sanga, le député, insiste sur la finalisation des réformes électorales. Évidemment, le député national Délice Sanga s'est justement exprimé mardi à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session parlementaire de mars, rapporte actualité.cd. Il est notamment revenu sur l'importance de finaliser les réformes essentielles en rapport avec le processus électoral, alors que le pays doit organiser les élections l'année prochaine. Pour lui, Arlette Boutella, les contraintes soulevées par la Commission électorale nationale indépendante pour une éventuelle impossibilité de respecter le délai constitutionnel dénote justement de manque de volonté politique du pouvoir en place. La session parlementaire de mars ouverte ce mardi est l'avant-dernière session ordinaire avant d'aller aux élections prévues en 2023. Cette session comporte des enjeux politiques de taille. Arlette Boutella, elle se penchera notamment sur les matières électorales et le contrôle parlementaire tant sollicité justement par les élus. Les députés nationaux vont également plancher sur les questions d'intérêt national. Et puis dans le monde, conflit russo-ukraine qui a tout de même pris le dessus sur la Covid-19, le volte-face du président ukrainien face à l'hégémonie russe. Évidemment, selon franceouest.fr, eh bien, c'est dans un geste de compromis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré le mardi 15 mars dernier qu'il était temps de reconnaître que l'Ukraine ne pourrait pas adhérer à l'OTAN. Je suis heureux que notre peuple commence à comprendre cela et à compter sur lui-même, a-t-il poursuivi. C'est ce que justement réclamait Moscou avant son invasion. Une opposition qui donne Arlette Boutella pratiquement la victoire à la Russie qui mène depuis plus de 20 jours maintenant son opération militaire en Ukraine. D'après Radio France Internationale, la 4e session des pourparlers doit avoir lieu aujourd'hui. Les négociateurs des deux parties, Russie, Ukraine, vont justement tenter, une nouvelle fois de plus, de tenter de trouver un modus vivendi en vue de faire taire les armes. L'essentiel, c'est le retour de la paix en tout cas. Oui, exactement. Grand merci à vous, Christian Calonge, pour cette sélection. Je vous en prie, Arlette Boutella. Eh bien, aimables téléspectateurs, c'est également la fin de ce journal. Restez avec nous. L'actualité revient à chaque heure sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe les personnes morales ainsi que les personnes physiques habitant la commune de Gombe assujetties à l'impôt foncier et à l'impôt sur le revenu locatif, exercice 2022, d'effectuer leur préenregistrement en ligne via son site web www.dgrk.com. Fait à Kinshasa le 15 mars 2022 pour la DGRK, Koula Tantoula Félicien, directeur général.